j'ai subi une arrestation dans la journée de lundi, le 15 avril, aux alentours de 14h à tel niveau, alors que c'était parti pour un entretien avec ma soeur sur un problème familial. Me retrouver dans une situation où c'est ma propre soeur qui me fait battre pour que je la craigne, c'est quelque chose d'hyper choquant. Et surtout par rapport à quoi? Parce que je venais revendiquer un acte encore qui, dans ce sens, qui était négatif. À la veille du ramadan, ou bien au début du ramadan, donc je pense, je suis à Douala et un matin je suis réveillé, enfin je me réveille un peu tardivement, je me suis réveillé ce matin à peut-être vers 8h ou 9h moins. Je vois donc plein de messages et d'appels manqués de ma mère et de ma petite sœur. Quand je finis par les retrouver un peu plus tard, et je vois également vraiment des messages de ma petite sœur qui me sensibilisent sur quelque chose de très choquant qui s'est passé dans la famille. Quand je vais les retrouver, elle me raconte, c'est même ma mère qui me raconte, et elle me parle bien, elle me décrit que voilà, depuis 1 ou 2 jours, ma grande sœur la traquait, elle demandait, elle appelait ici et là pour savoir où ma mère se trouve, parce qu'elle savait qu'elle était dans la ville de Douala. Elle la traquait, et finalement, ce jour-là, le jour où elle m'a envoyé les messages, elle a su là où ma mère logeait, elle s'y est rendue très tôt le matin, d'elle-même, chose qu'elle ne fait jamais, qui était là-bas déjà assez étonnant. Elle est arrivée et il s'en est suivi une altercation physique. Il s'en est suivi une altercation physique à tel point qu'elle aurait même visé un verre ou un verre ou une tasse, non, un pot, je crois un pot comme une porcelaine, sur la maman. Quand j'apprends ça, je remets tout en question, ça tourne 5 fois dans ma tête, je me dis maintenant, c'est ça s'est passé, est-ce que c'est ça? Et non, c'était pas ça, vraiment c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence par remettre la version de ma mère en doute. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu as bien pu lui dire ou lui faire pour que vous en arrivez là? Parce que moi je dis peut-être tu peux vouloir dire quelque chose, je dis ça à ma mère, peut-être tu peux avoir voulu lui dire quelque chose, partant d'une bonne intention, mais la manière dont tu as dit, peut-être, c'est-à-dire, dit choquer, c'était petit, parce qu'on a régulièrement été choqués, on est régulièrement choqués les uns et les autres par les mots, et par les décisions, et par tout, même par les mêmes pensées, mais ça reste juste choquant, c'est pas que ça va appeler à une réaction. Je me suis retrouvé, suite à cet échange suite à cette conversation avec ma grande sœur que vous connaissez très bien, je me suis retrouvé patienté devant sa maison. Elle devait sortir, on devait s'exprimer, du moins elle devait soit sortir, soit m'inviter à entrer pour qu'on s'exprime, pour qu'on se parle sur quelque chose, sur un point pour lequel j'ai attiré son attention. Il s'est suivi de ma dénonciation de samedi, il s'est suivi dans les réseaux sociaux une campagne, mais alors une véritable campagne de noircissement et de décrédibilisation de ma parole. C'est-à-dire, je suis le grand méchant loup, si je peux dire comme ça, d'après cette campagne. La campagne avait pour but simplement de ramener le sujet dans un autre contexte. C'est-à-dire, je veux parler d'une dénonciation des abus que j'ai sévis et interpeller tous les responsables de cet abus-là. Mais on a trouvé plus approprié de me qualifier dans les réseaux sociaux de fou, d'escroc, de bandit, de ci, de ça, de tout, c'est-à-dire de tout ce qui peut être moche, que vous avez bien lu. Donc, dans la foulée de mon chantier, pendant que je suis en train de l'ouvrir, elle a régulièrement l'habitude de passer, de filmer, de snapper et de partager sur sa page. Sauf que quand elle filme et elle snap, elle fait une communication qui tend à penser que c'est son business. Je pense que ça disait un truc du genre, moi encore il est chantier, je quitte de chantier en chantier, là je suis dans un nouveau chantier et tout. Ça m'a gêné, je le dis sincèrement, ça m'a gêné et je lui ai dit bon voilà, ça ne présente pas bien que tu communiques de cette manière-là. Déjà que tu communiques et que tu communiques de cette manière-là, parce que moi je suis en train de faire quelque chose et j'ai des jeunes, je vais encadrer, j'ai de la responsabilité ici. Si tu fais des actes qui laissent toujours à croire que voilà, moi je suis en train de travailler sous toi ou bien pour toi, ça me décrédibilise et ça fragilise mon management auprès de mes jeunes collaborateurs. On s'est un tout petit peu pris la tête là-dessus, mais finalement, je pense qu'elle m'a compris. En tout cas, elle a respecté et elle a arrêté de le faire. Il faut préciser, j'ai eu l'aide de ma grande sœur, j'ai eu l'aide beaucoup plus l'aide de ma mère. J'ai vu à quel point avoir une mère, c'est quelque chose. N'ayant pas de moyens pour venir t'aider à affronter des problèmes financiers d'une telle ampleur, elle a réussi, je ne sais pas. Elle a réussi à m'amener à m'aider à en résoudre. L'objectif n'est pas moi, l'objectif est ma sœur. L'objectif est d'atteindre son image et tout, etc. On laissait courir la rumeur ici et là que je me fais présenter sous le nom de ma sœur et que je arrivais dans des polices et tout. Je fais le gros dos prétextant que je suis le frère de tel mec. Chose que je n'ai jamais faite. Ça, c'est ridicule. Tu es majeur, tu es vacciné, tu as un problème qui t'engage. Comment est-ce que l'argumentaire de je suis le frère ou je suis de la relation de tel devrait te sortir de là? Ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours dû tenir mon engagement ou alors m'accorder avec la personne que j'ai mis en tort. En janvier, où on a eu un séjour à Kribi, un séjour de famille privé à Kribi. J'avais passé un bon bout de temps, même toute la grossesse de ma soeur, tout ça, je ne savais pas ce qui s'est passé et tout dans la vie. Parce qu'après tout, c'est la vie, ça ne me regarde pas. Et aucun de nous d'ailleurs n'a toujours été intense ou présent dans la vie intime de son frère ou de sa soeur. Chacun la vie à ça, comme tout le monde d'ailleurs. Donc il n'y a pas une particularité chez nous comme quoi on serait peut-être accroché à quelque chose de ma sœur. Non, la même considération, la même position que j'ai pour la vie intime de ma grande sœur, c'est la même chose que j'ai pour celle de ma petite sœur, c'est la même chose que j'ai pour mon petit frère. Et je pense que c'est la même que eux tous ils ont pour moi. Qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas ma situation, ma relation, je pense qu'ils vont respecter ma relation, ils ne vont pas s'en mêler. Et c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Jusqu'à ce qu'arrivé à Kribi, donc comme je disais au mois de janvier, ma sœur me parle et me raconte une expérience très intime de sa vie de couple et de maman et vraiment qui était à l'opposé de ce que je connaissais de son copain. C'était très à l'opposé. C'était, je vais utiliser les deux mots. Il y avait un gros manque de respect vis-à-vis de ma sœur et il y avait un manque comment je veux dire, un déshonneur pour la famille que ça a dégagé. Mais comme à la fin de son récit, quand elle a fini de me raconter l'histoire, elle m'a dit bon, mais après tout, ça va, on s'est retrouvés, on s'est arrangé, il m'a demandé des excuses, j'ai pardonné et ça va jusque là, on s'entendait, nous sommes très complices et puis voilà. Bon, après je me suis dit ok, j'ai laissé. Peut-être un mois après, je ne sais pas, toujours dans la foulée de ce premier trimestre ici, là c'est ma mère et mon petit frère qui me reprennent dans une conversation comme ça, qui reparle encore de quelque chose, de ce problème-là, mais beaucoup plus en profondeur, vraiment beaucoup plus en profondeur. Et je réalise que ces deux points de respect et l'honneur de la famille ne sont pas considérés, ne sont pas tenus. C'est comme ça donc que je lui fais le message. Je lui fais le message avec une émotion de déception. Écoute, voilà, je te rappelle encore que la raison pour laquelle on t'a considéré, c'est parce que tu as eu une démarche honorable et vraiment simple, naturelle. Tu nous as montré que tu es un grand homme. Donc, on n'a pas eu une considération, ou bien on n'a pas mis en avant le titre social, ou bien le poste, ou bien les ramifications. Donc, on n'a pas mis ça, on n'a pas regardé ça. Déjà qu'on n'en sait même rien.
Donc c'est ton caractère. Donc, mais sauf qu'avec ce que j'apprends, c'est totalement à l'encontre. Et si c'est comme ça que toi tu démarches, alors moi-même je vais personnellement me mettre aussi en opposition à votre relation. Sur le coup je lui dis comme ça, mais c'est une interpellation pour qu'il réagisse. Bon, après ça, je laisse. Je sais que la relation, en fait, la famille, etc., tout ça est représenté par maman, et c'est maman qui connaît un peu plus les réalités des uns et des autres que nous. Moi, je ne mets pas des choses de ma sœur, sauf si elle vient m'en parler et demande mon avis, et vice versa. Par contre, si ça vient de maman et que c'est un problème pertinent, alors je vais faire une démarche pour inviter les acteurs à se rassembler et arranger ça avant que ça ne capote. Mais je ne parle pas pour quelqu'un, je parle pour moi. Pour moi, la famille, c'est sacré. Pour moi, la famille, c'est sacré. Et ne souffrez pas d'essayer de me faire comprendre que si je vois quelque chose qui vient en négatif sur mon frère, je ne vais pas essayer de le retirer et que tiens bouge, toi de là, il y a un caillou qui fonce sur toi. Ou alors que je vais essayer de le parler, de le sensibiliser, ou bien je vais essayer, mais je ne vais pas forcément lui tirer les oreilles et insister que tu vas faire. Non, je vais essayer parce que nous tous sommes déjà des adultes. Chacun est maître de ses choix et de ses décisions. Donc je lui fais ce premier message que je transfère également à ma sœur. Je redisparais silence radio jusqu'à la période du Ramadan. Quand la période du Ramadan arrive, je disparais parce que, déjà il faut préciser, je disparais déjà parce que d'un, je ne suis pas trop, comme je vous ai dit, je ne suis pas tout le temps avec eux, je ne suis pas tout le temps dans les châtés familiaux, les montées, descentes et tout, non, je ne suis pas dans ça. Je vais pas parce que je n'apprécie pas, je n'aime pas, mais parce que je suis vraiment occupé aussi de mon côté. À la veille du Ramadan ou bien au début du Ramadan, donc je pense, je suis à Douala et un matin je suis réveillé, enfin je me réveille un peu tardivement, je me suis réveillé ce matin là, peut-être vers 8h ou 9h moins. Je vois donc plein de messages et d'appels manqués de ma mère et de ma petite sœur. Quand je finis par les retrouver un peu plus tard, et je vois également vraiment des messages de ma petite sœur qui me sensibilisent sur quelque chose de très choquant qui s'est passé dans la famille. Quand je vais les retrouver, elle me raconte, c'est même ma mère qui me raconte et elle me parle bien, elle me décrit que voilà, depuis 1 ou 2 jours, ma grande sœur la traquait, elle demandait, elle appelait ici et là pour savoir où ma mère se trouve, parce qu'elle savait qu'elle était dans la ville de Douala. Elle la traquait et finalement, ce jour-là, le jour où elle m'a envoyé les messages, elle a su là où ma mère logeait, elle s'y est rendue très tôt le matin, d'elle-même, chose qu'elle ne fait jamais, qui était là-bas déjà assez étonnant. Elle est arrivée et il s'en est suivi une altercation physique. Il s'en est suivi une altercation physique à tel point qu'elle aurait même visé un verre ou une tasse, non, un pot, je crois un pot comme une porcelaine, sur la maman. Quand j'apprends ça, je remets tout en question, ça tourne 5 fois dans ma tête, je me dis, mais non, c'est ça s'est passé, est-ce que c'est ça? Et non, c'était pas ça, vraiment c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à remettre la version de ma mère en doute, je lui demande, mais qu'est-ce que tu as bien pu lui dire ou lui faire pour que vous en arrivez là? Parce que moi je dis, peut-être tu peux vouloir dire quelque chose, je dis ça à ma mère, peut-être tu peux avoir voulu lui dire quelque chose, partant d'une bonne intention, mais la manière dont tu as dit, peut-être, c'est-à-dire, dit choquer, c'était petit, parce qu'on a régulièrement été choqués, on est régulièrement choqués les uns et les autres par les mots, et par les décisions, et par tout, même par les manières de penser, mais ça reste juste choquant, c'est pas que ça va appeler à une réaction. Mais s'il y a une réaction, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère tombe sur moi, elle m'en veut. Oh, tu es comme ça, tu es toujours en train de soutenir ta grande sœur. Tu cautionnes son acte. Je te dis que je n'ai rien fait, mais qu'elle avait son intention depuis parce qu'elle me cherchait dans la ville depuis, etc. Je dis à ma mère, mais je ne cautionne pas son acte. J'essaie de comprendre pour que, même si je vais aller lui parler, même comme je vais aller lui parler, je veux quand même aussi toucher quelque chose que, bon, voici quand même l'élément déclencheur et peut-être désormais, évitons aussi l'élément déclencheur, s'il vous plaît, sans toutefois dire que je donne raison à ma sœur ou à qui que ce soit. Donc, ma mère et moi, on ne s'entend pas parce que finalement, même ça commence à devenir mon problème, comme on dit. C'est comme si je cautionne l'acte que ma sœur a posé. Elle prend son volet, rentre à Yaoundé, mais je la sens très perturbée, je la sens désarmée et faible. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si elle a réalisé à quel point elle pouvait être faible, comme si une situation lui échappe des mains, du contrôle. Le lendemain, j'essaie de parler avec elle de tout et de rien. Elle est brève dans ses réponses, mais après, rapidement, elle m'envoie 2 messages. Enfin, elle m'envoie quelques messages. Elle m'envoie certains messages où elle me dit, yeah, je t'ai dit que je n'ai rien fait à ta sœur, mais tu veux trop penser que je lui ai dit un mot. Voici les messages que j'ai envoyés à son copain. Le copain, ça, c'est mon expression que moi j'utilise. Voici les messages que j'ai envoyés à son copain, et voici les messages que je lui ai envoyés à elle. Pardon, et voici les messages que je lui ai envoyés à elle. Dis-moi où est-ce que j'ai mis un mot déplacé. Moi, étant déjà tellement gêné même de tout ça, je réponds brièvement, ok. Et vraiment, j'espère que ça va passer à autre chose et que les acteurs principaux, les concernés vont se ressaisir de leurs émotions, ils vont faire la démarche. C'est-à-dire que ma sœur et peut-être son gars, vu qu'il a été le sujet dans tout ce qui s'est passé, peut-être qu'il aura une démarche grande quand il va apprendre ce qui s'est passé et il va se positionner vraiment grand frère qui va rassembler et qui va essayer d'apaiser et de résoudre, sans même que moi je ne sois interpellé là, dans ça. Le temps passe, de temps en temps, ma mère me demande si j'ai eu une réaction de ma sœur. Je lui dis non, je lui dis et toi, elle me dit non. Je dis bon, peut-être, je ne sais pas, comme c'est le Ramadan et tout, bon, peut-être c'est ça, quoi qu'il en soit. Moi, je reste dans mon coin. Je ne veux pas, je respecte ça, je reste dans mon coin, je fais mes choses, je continue de faire mes choses. À la fin du Ramadan, je parle encore avec ma mère qui me dit jusque là rien, il n'y a rien, il n'y a pas eu un acte, une démarche d'excuse ou une démarche d'arrangement, même une proposition de asseyons-nous et on se parle, comment sommes-nous arrivés là, qu'est-ce qui ne va pas, corrigeons, exprimons-nous d'une manière saine et comprenons-nous, même si nous ne sommes pas d'accord au final les uns avec les autres, même si nous ne sommes pas d'accord au final avec les uns avec les choix des autres, mais au moins traitons ça d'une manière saine. Rien, il n'en a pas été le cas. Moi, sur le coup, je me dis, mais c'est dangereux. Comment elle est reprochée de quelque chose comme ça, elle ne fait pas. Si ma mère n'arrive plus à lui dire, voilà, comment je vais dire, le statut de ma mère n'arrive plus à la sensibiliser, il y a problème. Je lui fais un message. Je suis le deuxième de la famille, donc après elle c'est moi, je suis l'aîné des garçons. Et je défie qui que ce soit de me dire que ça ne veut rien dire, tu ne peux pas, si tu es l'aîné des garçons, c'est pour vous là-bas. Si dans votre famille, on ne respecte pas ou bien on ne considère pas les positions des uns et des autres, alors moi j'y tiens. Et moi je considère ça. Et je vais éduquer mes enfants comme ça. Donc je lui fais le message pour lui dire que voilà, j'ai été au courant de ce qui s'est passé avec maman et je te donne 2 jours que toi-même tu ailles arranger. Si vous me maintenez en silence et que vous m'ignorez, comme c'est le cas jusque-là, moi je saurai où je vais aller me plaindre.
il était question que si rien n'est fait, moi j'allais rassembler la famille, je vais dire à la famille, écoutez, voilà vraiment, quand je dis la famille, je vais dire les oncles, la grand-mère, les oncles, les tantes de ma mère qui ont les yeux sur nous. Je leur aurais dit, écoutez, vraiment, moi, voici la situation de ma famille. Peut-être votre fille dont ma mère ne vous a pas dit, peut-être votre petite fille dont ma soeur ne vous a pas dit, mais voici la situation qu'on vit. Et moi, je me demande de la démarche de ma grande soeur. Je m'en dédonne totalement. Si vous avez l'impression qu'il y a eu engagement ou quoi que ce soit, je n'ai pas été mêlé. Je n'en suis pas mêlé. Ça ne veut pas dire que je m'oppose. Je ne m'oppose pas, mais je n'ai pas été mêlé. Je ne veux pas avoir un problème de sorcellerie. Parce que quand peut-être en vouloir, il ne te dit pas. Il est là, tu ne sais pas qui t'en veut parce qu'il a déjà pensé quelque chose dans sa tête. Il a pensé peut-être que tu allais doter votre fille et tu ne lui as pas dit, ou bien peut-être tout. Donc, c'est cette démarche-là que je sous-entendais dans mon message. Je saurais où m'exprimer. Quand je lui envoie le message, je lui transfère le message à Nathalie. Elle m'appelle aussitôt. Et quand elle m'appelle, elle me demande, allô Fabrice, oui, c'est toi qui m'as envoyé le message sur Snapchat. Je lui réponds oui. C'est bien toi qui m'as envoyé le message. Je dis mais oui, c'est moi qui ai envoyé le message. La manière dont elle insiste sur cette précision, je me rends compte qu'elle est en train de m'enregistrer. Jamais au grand jamais, il ne nous est arrivé d'avoir ce genre de démarche, qu'on va s'enregistrer ou bien non. Du coup, je suis inquiet. Et là, je n'étais pas loin de chez elle parce que je roulais avec ma petite sœur qui venait de me déposer et je regardais un appartement toujours dans la zone. Donc je lui dis mais tu n'as pas besoin de m'enregistrer pour ce que je t'ai dit, c'est pas comme si c'est quelque chose que je ne suis pas. D'ailleurs, je suis vers chez toi, si tu veux, sors, on se voit et on parle. Si en ce moment-là tu sens la nécessité de m'enregistrer, tu le feras. Moi je vais te dire concrètement ce qu'il en est. Vu qu'on n'a pas l'habitude de se parler, on ne se parle, et encore moins d'avoir un problème qui la concerne où elle est, pour lequel elle est ou soit coupable, soit victime, quoi qu'il en soit, elle est impliquée. Elle me dit ok, patiente, je finis de laver mon enfant. Je patiente. J'attends la conversation, je l'ai publiée sur mes pages, en particulier Snapchat la dernière fois. Donc pendant que je suis en train de patienter, qu'elle m'amène à patienter, en aucun cas elle ne me dit écoute va, je ne veux pas te voir, je ne me sens pas à l'aise avec toi, je ne veux pas de problème avec toi. Elle ne me le dit pas, au contraire. On n'a jamais eu un problème. Absolument pas. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'en veux à ma soeur ou j'ai un problème de ça avec ma soeur. Absolument pas. Donc je l'attends tranquillement dans le calme, dans cette rue où elle habite, où toutes les maisons qui sont là sont armées de caméras et ont des vigiles. Donc rien que sur ce petit boulevard d'une cinquantaine de mètres, tu peux avoir une vingtaine de vigiles. Je suis assis en face, j'attends qu'elle me fasse signe, soit d'entrée, soit elle me reçoit au portail. Bref, elle me reçoit comme elle veut, où elle veut. Mais moi je vais lui dire ce que je lui dis et puis je rentre. Donc, pendant que j'attends, une voiture privée, si je peux dire, c'était pas un véhicule de service, arrive. Un homme en tenue et 3 autres en civil sortent. L'homme en tenue se dirige directement chez elle. Quand il se dirige chez elle, je regarde, je me dis, ah bon, certainement elle a appelé. Vu qu'il connaît la maison, il y entre, il ne cherche pas à savoir est-ce que je suis ici, est-ce que c'est pas comme si c'est un anonyme qui l'a appelé au téléphone, c'est plutôt comme si c'est un intime. Il a reçu un message d'un intime, il savait exactement où il allait. Donc il y va, pendant que les 3 autres, ils viennent vers moi. Quand ils viennent me demander de me présenter, je me présente, je donne ma carte. Et ils me demandent ce que je fais là, je leur réponds. Ils sont d'abord eux-mêmes étonnés que c'est un problème de famille, que nous on se retrouve sur le terrain comme ça. En tout cas, on pensait même qu'il y avait mort d'homme. Bon, quoi qu'il en soit, on est tous restés dehors, on a patienté. Quand le monsieur en tenue dans le commissaire ressort de son véhicule, il a fait signe de la main de venir avec moi et il a demandé aussitôt de prendre mes téléphones. On entre dans la voiture. Quand on entre dans la voiture, il commence à me demander, le commissaire commence à me demander, mais je dis, c'est quoi ton problème? Je lui réponds, je n'ai aucun problème. Il se met à pratiquement me blâmer. Est-ce que la fraternité est une prise en charge? Est-ce qu'elle est obligée de te gérer? Est-ce qu'elle est obligée de te recevoir? Je lui dis, mais je ne comprends pas. Je suis venu parler avec elle d'un problème intime et jusque-là, ce n'est pas par rapport à une requête ou une demande d'argent ou bien que j'attendais quelque chose d'elle. Non, je venais parler d'un problème intime familial et elle n'a pas rejeté mon invitation. Donc, chaque fois que j'essaye de lui dire les choses de cette manière, il prend du temps et ces éléments également me font signe de me tête, tu réponds quoi, tu parles à qui, tu crois que tu parles, je reste tranquille. Je reste silence radio, la tension baisse, il parle de la chose, on arrive au poste. J'avoue, sur le coup, là, je me suis dit, bon, peut-être quand j'ai fait le message à ma grande sœur, elle s'est sentie prise de haut par son petit frère et elle a vu à ma présence là une occasion de me rappeler par la force qu'elle est l'aînée. Bon, maintenant, ces hommes qui sont venus ont compris qu'ils m'amènent au poste 7, mais ils vont peut-être comprendre que bon, c'est un problème de famille, c'est rien de grave, c'est pas une agression, c'est pas un problème, ça n'a rien de grave en tout cas. Donc je me disais qu'arrivé au poste, on allait parler, j'aurais dit vraiment non, voilà, moi-même je suis un peu dépassé par une situation, voilà ça. Je lui ai demandé d'aller vers sa mère, mais elle ne le fait pas. Et puis même encore, quand il y a ça, elle vous appelle, alors qu'il y a des personnes, elle a même des amis que quand il y a une situation, ils peuvent m'appeler, me dire Fabrice, qu'est-ce qui se passe, et puis je vais parler avec eux, comme ses amis, c'est-à-dire comme des grands frères à moi et qui lui sont égaux. Mais rien, elle a pu appeler la police. J'ai pensé que peut-être le commissaire c'était dans son ami que voilà, on allait s'exprimer. Mais quand j'arrive au poste, pendant que je fais le message à ma petite sœur, je lui dis voilà la démarche que tu as fait, moi je suis à la DPJ, mais vraiment, il n'y a pas de problème, ne vous en mêlez pas. L'un des éléments qui était avec lui vient arracher mon téléphone. Il arrache mon téléphone et il dit que en fait, il a parlé, il craignait que j'étais peut-être en train de vouloir les enregistrer et que peut-être j'étais en relation avec des personnes qui avaient des mauvaises intentions, je ne sais pas. Je l'ai rassuré que maintenant, c'est pas le cas. C'est vrai par contre qu'il y avait un enregistrement que j'avais déclenché beaucoup. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44.
Plutôt, parce que quand j'allais avoir l'entretien avec ma soeur, je voulais que ce soit consigné et que rien ne soit déformé ou mal compris après. C'est l'entretien que j'aurais fait encore écouter à qui de droit, notamment peut-être à ma mère, que voilà comment j'ai parlé avec elle et voilà comment c'est compris dans le calme. Mais l'enregistrement avait été déclenché jusqu'à ce qu'ils arrivent et qu'on aille. Mais je l'avais arrêté à peine arrivé à la DRPJK, je me suis souvenu que mon téléphone tourne et on n'enregistre pas dans ce genre d'endroit, donc je l'ai arrêté. Je lui explique ça, je le supplie de me croire et je lui propose même de déverrouiller mon téléphone pour se rassurer que je n'enregistrais pas, je n'étais pas sur le point d'enregistrer. J'envoie plutôt un message à ma petite soeur pour lui dire voilà. Il prend, quand je lui propose ça, nous sommes devant le bureau du commissaire déjà, parce que quand il marchait, je le suivais pour lui dire mon frère, ce n'est pas ça, je n'enregistrais pas, s'il te plaît, remets-moi mon téléphone, il n'y a pas de problème, il n'y a rien, vous n'avez rien à craindre là-bas, je peux ouvrir, tu regardes. Il me met dans le bureau le commissaire demande qu'on me mette dans son bureau. J'entre dans son bureau, je suis presque au mur, et le commissaire, celui qui a le téléphone, et je ne sais pas qui d'autre, j'avais l'impression d'avoir peut-être 5 personnes devant moi, et surtout le commissaire qui était très énervé, que tu te crois où tu arrives, tu commences à t'agiter, à marcher, tu te crois où tu sais où tu es. J'essaie de lui expliquer que, commissaire, chef, je ne sais même pas ce que je fais ici, et comment je vais dire, que je ne sais même pas pourquoi je suis là et je garantis que je ne fais rien de mal. Quand je suis en train de lui parler comme ça, il me donne une gifle, ou c'était une gifle ou c'était pas. Donc bref, il me frappe de sa main droite sur le côté, sur l'oreille, et ma tête, parce que j'étais presque collé au mur, ma tête heurte dans le mur. Quand ça heurte le mur, je comprends que non, il est en train de devenir violent. J'essaye de calmer, je fais les mains comme ça, que non, pardon, ne me frappez pas, ne me frappez pas. Je ne sais pas ce que vous avez comme impression, ce qu'on vous a dit. Non, je n'ai pas l'intention de déranger ou de mépriser quelqu'un. Donc vraiment, pardon, je vous respecte beaucoup, commissaire, ne me frappez pas. Je suis à disposition ici, il faut parler, moi je vais vous parler. Mais quand j'essaie de lui dire, son ton monte et tout, il s'échauffe et tout le monde aussi parce qu'il le rejoint dans la colère. Tu te crois où t'es? Depuis tu es là, tu ne fais que jouer les grands airs, tu fais. Déverrouille le téléphone, s'il dit non, donne-nous le code du téléphone, donne-nous passer dans cette fleur là, mon téléphone c'est reverrouillé pendant que c'est entre ses mains. Donne-nous le code du téléphone, il demande le code de mon téléphone. Je lui ai dit non, je peux pas vous donner le code de mon téléphone, je peux par contre l'ouvrir, je vous le donne, vous regardez, vous voyez qu'il n'y a rien, vous me le remettez. Parce que je ne sais pas encore pourquoi je suis là, je ne sais rien, mais je vous donne déjà le téléphone. Je ne sais pas, je pense encore avoir quand même ce droit là, sauf si on me dit que c'est pas le cas. Ils sont tombés sur moi, taper. Un moment, je me suis accroupi pendant qu'ils me donnaient des coups tous. Le commissaire me ressoulève par les oreilles, il m'attrape les deux oreilles, il me soulève, il demande à l'autre de me menotter dans le dos. Donc on me met dans le dos pendant que lui m'arrête des oreilles vraiment avec force et son visage était stade, je ne sais pas, j'avais l'impression que ce type me détestait. Voilà que l'autre me met les mains dans le dos et le troisième qui a mon téléphone essaie de déverrouiller par reconnaissance faciale. Après quelques tentatives, il n'y arrive pas. Le commissaire dit de toute façon, laisse, attends que 18h arrive, que tout le monde ici soit rentré, tu vas comprendre où tu es. Si tu crois que tu es venu ici pour argumenter, voilà. Il me fait renvoyer dans l'autre bureau toujours avec les menottes. Mais avant que je ne parte, il voit comment il met les menottes au niveau des poignets. Il blâme celui qui a mis les menottes. Mais comment toi tu lui mets les menottes comme ça? Mets-lui bien ça ici, il faut qu'il sente ça et tout. On enlève la menotte, on me retord le bras pour la mettre maintenant au niveau de l'avant-bras pour que ça serre. Au bout de quelques secondes ou quelques minutes, vous commencez à sentir comment vous perdez l'essence de votre bras. Quand j'arrive dans la grande salle, lui m'a fait aller patienter avec les menottes au dos. Je continue de les rassurer que je n'ai rien dans mon téléphone qui va dans le sens d'un problème. Je peux le déverrouiller, vous voyez. Non, on t'a dit que tu me donnes le code. Normalement, je lui donne le code du téléphone. Que voilà, prenez le code, rassurez-vous, je lui donne le code. Il se rassure. Effectivement qu'il n'y a pas d'enregistrement que j'avais déclenché là, mais il efface quand même tous mes enregistrements audio de cette journée-là. Après, un m'enlève les menottes. Quelques temps après, l'enquêteur, celui que j'ai dénoncé dans la plainte, le deuxième, donc l'enquêteur, parce que les autres je ne connais pas leur nom, mais celui qui a, lui là, il était un acteur vraiment très clé de la bastonnade, si je peux dire ça comme ça, que j'ai subi là-bas. Il vient donc quelques minutes plus tard, il me fait comprendre que voilà, c'est lui qui va s'occuper de moi et qu'on monte dans son bureau. Nous sommes montés. J'y ai passé peut-être 3 heures de temps. Entre 15h et le soir, j'ai passé 3 heures de temps. Il avait d'abord d'autres dossiers sur lesquels il travaillait finalement. Il se détache de ce dossier-là, nous sommes pratiquement 18h. Je crois qu'il se faisait quand même sombre d'ailleurs. Il me prend pour une déposition. Quand il commence la déposition, il me pose la première question: qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je lui réponds que j'étais venu discuter avec ma soeur suite à un problème familial. Après, je lui dis: chef, excusez-moi un peu, est-ce qu'on peut me dire ce que je fais ici, ce qu'on me reproche? Il me regarde droit dans les yeux avec un air froid et nerveux. Il me dit que c'est pas moi qui pose la question, que c'est lui. Je reste tranquille. Il me pose la deuxième question: pourquoi vous menacez votre soeur, son mari et votre ex? Sur le coup, je suis surpris d'abord de cette question. Je menace ma soeur, son mari, et en plus, on mentionne mon ex. Je lui réponds tout de même que je ne menace personne. Mais au moment où je donne la réponse, la deuxième réponse, le commissaire entre dans le bureau. Il est maintenant en civil. Il a un ensemble de suvettes. Et il est avec quelqu'un. Il revient dans le bureau avec quelqu'un. Je vais essayer d'accélérer. Il revient dans le bureau avec le deuxième officier, celui que j'ai mentionné, l'officier Lamine. Il entre, il est très nerveux, toujours à me rappeler que je crois que je suis où, est-ce que je suis là pour m'exprimer ou pour parler, que je crois que je parle trop, etc., et que je vais comprendre là où je suis, etc. Et qu'est-ce qu'il regarde même, quand il me regarde même là avec la bosse que j'ai déjà au front là, s'il me donne une gifle, ma tête va s'envoler, etc. S'il me donne une autre gifle, ma tête va s'envoler. Pendant qu'il parle, il est tenu devant moi, je suis assis, et l'enquêteur est à ma gauche derrière son bureau. L'enquêteur se lève, et l'enquêteur qui lui dit: chef, je pense qu'il doute encore, il ne comprend pas, il faut qu'on lui montre. C'est comme ça qu'il autorise l'enquêteur à aller prendre des outils, le marteau, la machette et une pince. Quand ils viennent avec, c'est comment je vais dire, c'est pour me montrer quelque chose en fait, pour que je comprenne. Il me fait des menaces, il me dit comment, je parle du commissaire, il me dit comment j'ai la chance parce que c'est ma grande sœur qui est au milieu. Sinon, si ce n'était que lui, il allait déjà me faire disparaître, il allait me faire tuer, banalement dans un accident ou me faire agresser d'une manière très naturelle. J'ai du mal à formuler ça ici, je suis très gêné, j'ai formulé ça quand même d'une manière crue dans ma déposition que j'ai faite tout à l'heure. Mais il me menace clairement que lui, le commissaire, il va organiser d'une manière banale et classique ma mort, soit dans un accident de moto ou de camion, en décrivant: tu vas marcher, la moto te cogne, ou bien tu es sur la moto te renverse, et quand tu es au sol, on vient, on t'appuie le cou, en faisant mine de te secourir. Donc on dit: non, ça va, respire, calme-toi, mais on a fait t'appuyer le cou, et après on va déclarer simplement ton décès, on va savoir que tu es mort d'accident de moto. Pareil pour le camion, il a décrit. Pareil pour les babanales qui seraient versées d'ailleurs partout à Douala et à Yaoundé. Et à Yaoundé, à Douala, il y a beaucoup de babanales. Tu peux être à côté d'une bagarre ou bien d'une petite situation qui déclenche, et on te tchouk-tchouk, selon son expression, et sa gestuelle, on te tchouk-tchouk.
Donc, je vais te dire, comme tu ne veux pas comprendre là, je vais t'inviter à aller regarder le film Scarface. Si tu crois que parce que tu as eu à parler une ou deux fois avec le mari de ta sœur, tu penses que tu peux maintenant venir, que c'est ton égal, je ne sais pas. Je pense que tu sais très bien de qui je parle. Tu connais très bien de qui je parle. Apparemment, il me précise que je connais très bien de qui je parle et qu'il faut que j'aille regarder le film Scarface pour comprendre. Et donc, s'il arrive même que je sorte de là où je suis là, que s'il arrive que je sorte de là, alors qu'il me conseille de m'effacer et de disparaître, que je sache à Yaoundé, alors là, je ne suis plus en sécurité. Donc, si j'ai encore la chance d'avoir une possibilité que ma sœur, après que je lui aurais fait une lettre d'excuse, ou je ne sais quoi, je lui aurais fait une lettre d'excuse, a quand même encore la gentillesse de me proposer de sortir du pays, alors que je sais que je parle. Mais si elle ne le fait même pas, que je disparaisse, parce qu'à Yaoundé et à Douala, je ne suis plus en sécurité. Et d'ailleurs, si je tente de mettre mes pieds à Yaoundé, on ne va pas me dire comment je vais voir, on ne va pas me dire je vais voir, etc. Non, pas que je vais voir, on va pas me dire tu vas mourir, on va te tuer là-bas. Si tu vas à Yaoundé, on va te tuer là-bas. Crois-moi, on va te tuer là-bas. Et ici à Douala, pareil. Donc, cherche à t'effacer. C'est comme ça qu'ils me battent. Pendant qu'ils me menacent, ils me battent, lui et l'enquêteur lui prend le marteau. Et quand il disait casser l'épée, je pensais qu'il allait aplatir le marteau sur mes orteils et tout. Je ne savais pas comment il allait s'en servir. J'étais curieux. Il me positionne bien sur la chaise. Tente pas de crier, de bouger, quoi que ce soit. Et tout. Quand je vais baisser la tête, le commissaire m'allume et l'enquêteur prend le marteau. Il me frappe au niveau du genou, mais à l'intérieur. Il y a un endroit précis, parce que quelque part à ce niveau-là, il frappe. Ça procure une douleur bizarre. Vous avez l'impression qu'on a mis une main dans vous, on est en train d'arracher doucement vos intestins et tout. Après, ça s'attarde au niveau des reins. La douleur est intense au niveau des reins. La douleur descend. C'est une douleur atroce de conclure. Bon, je ne suis pas censé être bref dans ma démarche. Je rappelle que ma démarche, mon direct de ce soir, c'est déjà d'abord pour rappeler le contexte de tout ce qu'on voit, le noircissement de mon image dans les réseaux sociaux ces derniers jours-ci, et la dénonciation surtout du problème, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la dénonciation de ce que j'ai vécu là-bas. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est censé être fait. Donc, je dénonce. Quand ils ont fini de me battre et de menacer d'arracher, parce que c'est quand il est en train de vouloir arracher mon notaire avec la pince que l'officier Lamine s'est obligé d'arrêter sa main pour lui dire non, c'est pas nécessaire, il a compris. Il s'est fait même blâmer là par le commissaire, là qui lui dit comme c'est ton ami, etc. Il lui dit non, c'est pas mon ami et tout. Non, il a compris, comme lui-même il dit qu'il a compris, tu as compris, non, il laisse aussi un peu de me menacer là. Donc je suis un peu vague sur cette partie qui n'est pas très intéressante. Disons qu'il a arrêté de me torturer, net au moment où l'enquêteur avec sa pince sur mon orteil. C'est comme ça que le commissaire donne l'instruction à l'enquêteur de terminer mon audition en se rassurant que je dise ce qu'il faut. Et qu'après ça, il va me mettre en bas, c'est-à-dire il va me mettre en cellule, et il précise en cellule qu'on m'envoie au Kosovo. Je n'ai pas compris d'abord sur le coup. Bon. Tout de suite, après, il sort du bureau avec l'officier Lamine, je reste avec l'enquêteur. Non, il sort du bureau seul, je reste avec l'enquêteur ou l'officier Lamine. L'enquêteur ne me pose plus de questions. Je rappelle qu'on s'est arrêté à 2 questions, où j'ai répondu, il ne me pose plus de questions. Après, il imprime une audition. Je me souviens, l'audition devait avoir 3 ou 4 questions, parce que la dernière question, c'était je n'ai plus rien à dire. C'était ça, soit disant ma réponse, c'était je n'ai plus rien à dire. Donc, il me fait, je signe la déposition. Moi, j'avais déjà parfaitement compris dans quelle situation j'étais, et je ne vais pas avoir foi aux yeux de vous le dire. J'étais dans un passage à tabac, parce que je représenterais une limite, je sais pas, une limite à la démarche de ma sœur, c'est-à-dire à ce que ma sœur veut faire. Si elle me voit sur son chemin, alors elle me montre qu'elle a les combats, qu'elle est forte. Mais ils précisaient, le commissaire là-bas précisait, et elle a dit, ça se comprenait que c'est le statut de son mari qu'ils sont en train de défendre, que c'est son statut, et que c'est par rapport à son statut et le mien, que moi je suis un cafard, que si lui se sent un peu inquiété ou embêté, si c'est même inquiété, s'il se sent embêté par moi, ils vont m'éliminer simplement, et que après tout je ne vais manquer à personne. C'est comme ça que je pars en cellule, on me déshabille, j'entre en cellule avec mon sous-vêtement. Quand j'entre en cellule, on m'invite à aller prendre d'abord une douche avant d'aller au Kosovo, donc je prends la douche. Bref, quoi qu'il en soit, je suis resté en cellule, j'ai passé toute la nuit en cellule jusqu'au lendemain. Le lendemain, à ce moment-là, j'avais une bosse de ce côté-ci, avec un trait un peu ouvert là. J'avais des marques au bras et je ne marchais pratiquement pas. Donc pour poser le pied, ça n'allait vraiment pas. Surtout au niveau du pied droit. Le lendemain, donc, le matin, l'enquêteur m'est venu, il m'a fait sortir de son bureau, mais j'ai compris qu'il venait regarder les marques sur moi, voir comment mon corps se présentait. Il m'a remis en cellule, il m'a fait sortir du bureau en tout ce jour, je crois 3 ou 4 fois. La dernière fois qu'il m'a fait sortir de la cellule, c'est le soir, où on va dans le bureau du commissaire. Il m'amène dans le bureau du commissaire. Et quand j'arrive, la question que le commissaire me pose, c'est j'espère que tu m'as bien compris maintenant. Tu n'es qu'un petit cafard. Il suffit d'un coup t'écraser seulement comme ça, tu disparais. Si j'apprends encore. Je veux d'abord préciser que quand il me mettait en cellule, il a demandé à ce que je ne dise pas là-bas en cellule pourquoi je suis là. Que si les autres gardiens à vue me demandent, je réponds que non, c'est pour un problème de moto. Heureusement, je n'ai pas vraiment eu le temps qu'on me pose cette question. Mais j'étais préparé quand même à répondre déjà ça, un problème de moto, et puis on a fait que je suis avec la personne. Pourtant, moi je ne connais pas. C'est comme ça que j'avoue, s'il a mis dans ma tête que je vais dire en cellule. On va dans le bureau du commissaire, donc qui me recuisine et veut se rassurer que la mayonnaise est bien passée. C'est-à-dire que j'ai bien compris la leçon et les personnes que je devais craindre, à savoir ma sœur et son gars, que je devais les craindre. En fait, c'était ça. Je l'ai rassuré que oui, j'ai compris la leçon. Et voilà, il a demandé à ce qu'on lui donne ma déposition. Quand l'enquêteur lui remet ma déposition, il trouve que la déposition là n'est pas pertinente, donc il la rejette. Il a demandé à l'enquêteur de reprendre ma déposition et qu'il ne doit même pas hésiter à me bastonner si c'est que je ne dis pas ce qu'il faut. Il a encore précisé à l'enquêteur, attends, écoute-moi très bien, je te dis, avec lui, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de sentiment. Tu le bastonnes correctement comme tu veux, jusqu'à ce qu'il te dise ce que tu veux mettre dans la déposition. Voilà comment il s'exprime à l'enquêteur. Après avoir essayé de trouver un espace, comme si c'était là où on pouvait me faire l'audition, finalement on revient dans son bureau et l'enquêteur semble ne pas comprendre en fait les mots qu'il veut que le commissaire voudrait voir dans ma déposition. C'est comme ça que le commissaire lui-même finalement il prend la machine, il ressaisit la déposition seul. L'enquêteur est déjà sorti de son bureau, il ressaisit seul, il imprime, il me donne, je lis. Bon, il me donne, je signe. Quand je finis de signer, il me resserre, il sort mon téléphone portable donc ils avaient pris la veille de sa poche et il le manipule. Je me rends compte qu'il n'a pas eu besoin de mettre le code, ils ont déjà annulé mon code dans mon téléphone et il le manipule. Pendant qu'il me sermonne, j'avais la fin de signer la déposition, j'attendais juste qu'il me libère que bon c'est bon, tu peux partir ou bien tu retournes en cellule, je savais pas ce que je devais faire. Mais là il me sermonne encore. Tu regardes toi, tu étais un millionnaire, tu avais beaucoup d'argent, aujourd'hui vraiment regarde comment tu es tombé, tu ne vaux rien, tu te retrouves en train de demander 1000 francs à ta copine parce qu'il m'a demandé la conversation avec ma copine, je lui ai dit le nom n'est pas enregistré mais voilà le numéro. Il est entré, il a regardé, c'est comme ça qu'il regarde, il me regarde, il se fout la tête, il se moque de moi, il me rabaisse avec des mots.
Il fouille la conversation jusqu'à tomber sur les nudes de ma copine. Il me regarde, il sourit, il me dit que c'est pour ça que tu es prêt à tout. Que c'est pour ça que je suis prêt à tout pour avoir la grande vie, etc. Sur le coup là, j'étais choqué, je me sentais comme si j'étais violé. Mais il fallait que je reste dans ma position du sujet comme Allemagne. Je l'ai supplié, je lui ai dit vraiment, s'il vous plaît, ce n'est plus au commissaire que je m'adresse à l'homme. Pardon, j'implore la dignité d'homme. Sortez de cette conversation-là. Si vous voulez aller fouiller le téléphone partout, mais sortez de cette conversation-là. Il s'agit de l'intimité avec ma copine, c'est la mère de mon enfant. Vous ne pouvez pas regarder et avoir cette réaction devant moi. Il a continué à regarder tout. Je suis resté tranquille, j'ai serré le cœur, j'ai digéré. Quand au final, il a demandé qu'on lui remette, je crois que c'était mon bon de garde à vue. Il a signé la livrée de garde à vue et il m'a donné 7500 en 3 étapes. Il me tend d'abord 2000, il me dit d'abord que je suis libéré. Je dis merci, je suis fausse mine de celui qui a compris, vraiment celui qui ne veut pas déranger là. Merci, je vais partir. Après, il me dit, où tu es là, tu as même 100 francs, tu n'as même pas 100 francs, tu es là. Je lui dis, c'est vrai. Après, il me dit que je te donne 2000, je lui dis merci. Il me demande pourquoi je souris beaucoup. Je lui dis non, quand on donne l'argent, c'est toujours bien. Moi, je ne peux pas vous dire que c'est mauvais. Il prend encore 500, il l'ajoute. Donc, c'est comme s'il était en train de faroter quelqu'un qui lui faisait à la coupe. Il me donne en tout, en 3 temps, 7500. Je me fais accompagner par l'officier Lamine qui me dit vraiment, écoute, voilà tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi, tu as une relation, tu as tes enfants, il ne faut pas que tu te mettes dans des situations par rapport à de la famille, même si ta sœur fait quoi avec ta mère, même si ta sœur a dit quoi avec ta mère, c'est ta sœur, tu la laisses, elles vont savoir comment elles vont s'arranger et tout. Donc, vraiment, comme tu parles, ne l'appelle plus, va essayer de prendre ta route, de faire des choses en gros, avec de jolis mots, essayer de disparaître. C'est pour ça que quand je suis venu faire le poste, j'ai commencé par présenter mes excuses à l'officier Lamine, parce que jusque-là, quand même, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est resté quand même homme et sain dans tout ce qui s'est passé. J'ai compris que si c'est lui qui avait la décision, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Mais il s'est retrouvé dans le bateau et dans l'effectif de ceux qui avaient la mission de me faire quelque chose. C'est comme ça que je rentre. Quand je rentre, j'arrive chez moi, à Douala, j'appelle ma copine qui avait essayé pendant 2 jours de me joindre, je l'appelle et elle me fait comprendre que justement, elle venait d'avoir mon petit frère qui lui a dit que Nathalie m'avait fait arrêter et que de toute façon, lui, ça ne l'intéresse même pas parce qu'ils sont au courant, donc eux, ma famille, ils sont au courant de nos conversations avec ma copine et qu'on sabote la famille. Quand elle me dit ça, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, si le commissaire qui avait mon téléphone, ma famille, ça veut dire comme le commissaire rendait compte à quelqu'un de ce qui était dans mon téléphone. Et donc, ça ne pouvait être que à ma soeur. Et puis voilà. Parce que le commissaire ne va pas appeler mon petit frère, c'est ma soeur qui va appeler mon petit frère parce que cette période de la vie qu'elle était en froid avec maman, c'est qu'avec lui apparemment qu'elle parlait. Et j'appelle aussi ma mère pour savoir ce qu'on lui aurait dit. J'appelle ma mère pour savoir ce qu'on lui aurait dit et tout, pour savoir s'il y a quelque chose, peut-être une information qu'on a déformée. Parce que je sais que dans le contenu de mon téléphone, je n'ai rien de malsain vis-à-vis de qui que ce soit de ma famille, rien. Et quand quelqu'un va essayer de publier quelque chose dans ce sens, je vais publier le contraire, je suis sûr et certain. Parce que je suis dans la démarche de la vérité, je dis la vérité et j'ai la réalité pour interpréter, pour exprimer, pour manifester ma vérité. Donc ma mère également, par ces mots, je comprends que oui, en effet, elle est au courant, quelqu'un l'a informé du contenu de mon téléphone, mais malheureusement, c'était dans un sens qui était censé l'amener à prendre des distances vis-à-vis de moi. Le lendemain, finalement, je laisse là, je vais dormir. Ma copine me demande qu'est-ce qui s'est passé, je lui dis non, c'est-à-dire je l'embrouille. Je n'en parle à personne, silence radio. Je fais toute la semaine, tous ces jours-là, j'essaye d'avoir une vie normale. J'essaie d'avoir une vie même plus normale que ce que j'en avais avant. J'appelle régulièrement, petit, tu fais quoi, tu viens, on sort, viens, on tourne, viens me prendre, on se voit, viens, j'appelle tout le monde jusqu'à X heures pour essayer d'évacuer, de passer à autre chose, de faire comme si ça n'avait jamais existé. Parce que je ne peux pas vous mentir, je vous traduis le fond de ma pensée. Me retrouver dans une situation où c'est ma propre sœur qui me fait battre pour que je la craigne, c'est quelque chose d'hyper choquant. Et surtout par rapport à quoi? Parce que je venais revendiquer un acte encore dans ce sens qui était négatif. Donc j'essaie de vivre pendant une semaine, passer à autre chose. Je prends même mes pieds, je reviens à Yaoundé. C'est-à-dire je fonctionnais comme si je suivais mes sens. Si j'avais l'impression que je pouvais être à l'aise dans un environnement, alors je me lève aussitôt, j'essaie de partir, j'essaie vraiment de m'éloigner de cette réalité-là. Jusqu'à ce que je réalise en vérité que je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas, parce que je vois que ça m'empêche de vivre. C'est pour ça que je me dis, je ne peux pas m'empêcher de vivre parce que j'ai peur de mourir. Je ne peux pas. Et au point où les choses en sont, je suis exposé, je suis terriblement exposé. N'importe quoi peut m'arriver, peut-être même, je sais pas, n'importe quoi peut m'arriver et on ne saurait pas, Peut-être je suis même beaucoup plus exposé maintenant à des dommages physiques, à la mort, à tout ça, que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Peut-être je suis exposé. C'est comme ça que je rentre à Yaoundé. Je décide alors de parler à ma mère. Mais quand je parle à ma mère, je lui fais un message et je lui dis vraiment, voilà ce que j'ai vécu par rapport à ta fille et tout. Moi, vraiment, je ne veux pas être l'épée par laquelle les gens vont venir couper la tête de ta fille. Donc, je vais essayer de vivre avec, je vais passer à autre chose. Ça, c'était vendredi soir. J'essaye de dormir cette nuit-là. Ça a été la nuit la plus horrible de ma vie, je pense. C'était une nuit horrible. Je n'ai pas pu dormir à tel point que je me suis levé avec une colère et une rage que non, je ne peux pas, je vais dénoncer. C'est trop lâche. C'est trop lâche ce que j'ai subi. C'est franchement trop lâche. J'ai des enfants. Je suis moi-même un jeune homme en train de se, je sais pas, je n'arrive pas à trouver véritablement un argument à part la peur de mourir qui me ferait garder ça pour moi. C'est comme ça que je prends dans mon téléphone, je prends dans mon téléphone et je me dis bon, je vais écrire à un lanceur d'alerte. Je recherche les lanceurs d'alerte que je connais, j'en retrouve, qui sont réguliers, j'en retrouve 2, je leur écris en assumant, je leur dis voilà, j'ai vécu telle situation et tout, et je voudrais que ça soit dénoncé. Ils m'ont demandé les preuves, je leur ai envoyé quelques extraits audio qui permettent quand même de comprendre de quoi il s'agit. Je leur ai dit c'est moi, c'est mon numéro et j'assume. Et de toute façon, je vais également mettre ça dans ma page. Donc c'est ma réalité, c'est ma vie, c'est mon expérience que je veux partager, j'assume. Ils m'ont demandé de leur envoyer les preuves de tout ça. Je leur ai dit non, je ne peux pas parce que j'ai également porté plainte et ça peut déranger. Je m'intéresse au niveau de la dénonciation parce que peut-être quelque part il y a des gens qui subissent ça, c'est ce que je me dis. Peut-être quelque part il y a des gens, mais pas peut-être, il y a certainement des gens qui subissent ça quelque part qui n'ont peut-être pas l'occasion ou bien n'ont pas eu la résolution que j'ai eue, c'est-à-dire cette énergie que j'ai eue là subitement que voilà je vais dénoncer. Peut-être qu'ils n'ont pas. Donc quand il me dit qu'il n'a pas eu, s'il n'a pas de preuves, il ne peut pas publier, je lui réponds que je comprends, c'est tout à fait normal, mais qu'il me comprenne aussi, je ne peux pas lui donner plus. Néanmoins il a toujours mon respect pour ce qu'il fait. C'est comme ça que je n'insiste pas. Je viens sur ma page et je publie. Je commence à publier. J'ai subi une arrestation dans la journée de lundi, le 15 avril, aux alentours de 14h à tel niveau, alors que c'était parti pour un entretien avec ma soeur sur un problème familial. Quand j'ai publié ça, tout ça alerté, tout le monde s'est alerté. On m'appelle, je reçois des appels, bref, tout le monde s'est alerté. Et quand on s'alerte, directement,
il y a une page, un conversation, quelque chose et tout, qui publie un enregistrement audio de ma mère qui cause apparemment avec ma soeur et qui dit mais qui non, moi est-ce que j'ai déjà été frappé. C'est-à-dire j'ai encore doublement eu peur de ma soeur à ce moment-là. Je me suis dit mais c'est quel pouvoir qu'elle a, son pouvoir va jusqu'où, qu'est-ce qui se passe. Je reprends maintenant ma conversation, mon audio, je ne publie qu'une toute petite partie parce que si je publie tout l'audio, je n'aurai même plus besoin de m'exprimer, absolument plus besoin de m'exprimer. Les concernés vont peut-être s'exprimer entre eux ou je ne sais pas, je n'aurai plus besoin de m'exprimer. Je publie dans une partie de l'audio qui rapidement dément l'autre. Pourquoi je commence à publier les intimités? Parce que moi je dénonçais. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction, mais en off, pas sur les réseaux sociaux, qu'il y ait une réaction et que je sois rassuré que, ok, ma procédure, elle est connue et elle est correcte et ce n'est pas ce que j'ai peut-être craint ou pensé là. Mais ça n'a pas été le cas. Quand j'ai publié l'audio contraire, sur les propres pages de ma sœur, elle a commencé à publier tout ce qui, c'est-à-dire, elle ne m'a pas appelé pour me demander, mais j'entends que tu étais là-bas, tu as fait ceci. Non. Personne ne m'a appelé pour me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis que tu as fait ceci. C'est-à-dire, c'est à personne dans la famille que des, bon, à part ma petite sœur, avec qui j'ai quand même parlé encore aussi, que des tierces personnes qui m'ont quand même demandé qu'est-ce qui s'est passé avant de commencer à se prononcer. Donc là, dans la foulée, ma sœur publie plein de messages négatifs. Je pense que vous connaissez, vous avez les captures. Plein de captures et je vois également mon petit frère qui publie également un truc comme quoi c'est faux, il n'a rien eu. Je suis à Douala Yaoundé, je sais pas, mais tu sais que je n'ai rien eu. Quoi qu'il en soit, je réalise la profondeur de quelque chose de très dangereux. C'est comme ça que, au fur et à mesure qu'on essaye de dire quelque chose de négatif sur moi, je publie l'évidence qui prouve le contraire. Jusqu'à ce que, en particulier hier, ce blogueur que j'avais essayé de contacter, parce que le début de son paragraphe est correct, mais tout le reste c'est une poésie, comment on dit, arrangement. C'est un arrangement, c'est comme si voilà, on veut créer quelque chose et puis. Mais si on ne lit pas seulement le texte, mais qu'on commence à poser les questions à chaque truc que le texte dit, on va se trouver qu'on est quelque part, on arrive dans un environnement insensé. Pourquoi est-ce qu'il veut menacer? Pourquoi est-ce que prise en charge? Mais qu'est-ce qu'il dit même d'abord qu'il a toujours été pris en charge? Est-ce que c'est ce que nos cerveaux ont toujours imaginé et qu'on a vu que bon, comme c'est le leader, tous ses frères sont pris en charge et ils courent sur c'est elle qui, je sais pas, ils sont pris en charge. Est-ce qu'on a l'expérience de moi que je suis un jet-setter, que je monte, je descends, je fais la fête, je bois le champagne, je bois le vin, je ne sais pas, quelqu'un qui aime la vie? Non. Est-ce qu'on a l'impression que je suis tout le temps chez ma soeur ou tout le temps chez quelqu'un de ma famille? Non. Donc, quand on lit, si vous réalisez ce joli poème que ce monsieur a écrit, peut-être il a fait son business d'abord par derrière, parce que quand tu as une information, je pense que c'est logique. Si tu as une information qui peut mettre à mal quelqu'un, tu peux t'entendre avec lui. Et si vous vous êtes entendu, si vous avez fait du business, tu vas aller faire semblant de dire quelque chose, mais qui ne l'éclabousse plus, c'est-à-dire tu vas te débarrasser en fait de ça, mais sans l'éclabousser, en essayant plutôt de l'arranger un peu. Peut-être c'est ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, les pièces de la voiture, que j'aurais fait quoi avec les pièces de la voiture, la seule transaction de véhicule qu'il y a eu entre ma sœur et moi, c'est un véhicule que j'avais acheté. Et j'avais acheté ça justement, c'était un second coup de tête parce que le jour où on m'informait qu'elle vend ça et tout, c'était pas un très bon état. Je me suis dit, moi je vais mettre ça en location, donc j'avais acheté le véhicule. La deuxième chose, c'est qu'on parlait des 50 millions, que c'est que j'ai pris quoi, qui a fait quoi, 50 millions. Je suis sûr et certain que même les personnes, je sais pas, les grands derrière qui, vous avez, peut-être ma sœur s'est révélée, ne font pas des dérivés de fonds de 50 millions pour leur petit frère. Donc je sais pas, je n'ai pas, j'ai survolé ça comme ça là. 50 millions, en tout cas les 50 millions là est justifié, ça n'a pas de sens. Et je ne sais pas trop ce qu'il a encore dit après. Quoi qu'il en soit, je vais pas m'attarder sur ces dits. Parce que comme je vous ai dit dans le début de vidéo, tout ça, c'est une campagne de décrédibilisation. Il faut me faire passer pour fou, il faut me faire passer pour mal intentionné, pour que je ne dise pas ce qui peut entacher, pour que je ne raconte pas réellement mon histoire, qui peut entacher quelqu'un. Heureusement, après tout ça, aujourd'hui, j'ai pu commencer mes auditions. Avec les deux derniers jours, j'évitais, je me cachais, j'évitais de prendre des appels, je ne communiquais que par WhatsApp, j'essayais vraiment de disparaître. J'attendais au commencer au moins les auditions, faire la déposition et que bon, maintenant je peux marcher dehors. Si je meurs, les autorités savent que voilà où mon problème est venu ici et l'opinion publique sait également ce que j'ai dénoncé. Pas pour faire les problèmes, pas pour mettre quelqu'un mal, parce que ce n'est pas moi qui mets quelqu'un mal, c'est quelqu'un qui a posé des actes ou un acte et puis voilà, chacun assume ses actes à son niveau. Donc je dénonce, je suis allé ce matin, donc j'ai passé toute la journée, j'ai fait ma déposition, je ne vous détaille pas. Je n'étais pas seul, j'étais avec les deux accusés. Ils sont venus, on les a fait venir de la ville pour cette ouverture, pour nous entendre. Et heureusement, la suite de notre entente a conduit à l'ouverture d'une enquête approfondie sur tout ça, sur tout ce que j'ai cité, les différents acteurs, les intervenants, les témoins de long de près et tout. Et vraiment, j'y tiens. Je tiens à comprendre déjà. Est-ce que c'est normal que je me sois fait battu? Est-ce que c'est normal qu'on me bastonne? 2. Qu'est-ce qui justifie qu'on me bastonne avec ces outils-là? 3. À qui profitait le résultat de ma bastonnade, donc la crainte qu'on a voulu mettre dans moi, à qui est-ce que ça devait profiter? Parce que si c'est le commissaire Laté qui est le responsable, alors qu'il faut qu'il assume la responsabilité. Mais si le commissaire Laté l'a fait sous le mandat de quelqu'un, je voudrais remonter jusqu'à la personne et que la personne assume la responsabilité. Peu importe qui est cette personne, je dis peu importe qui est cette personne. Moi, je veux dénoncer et je voudrais que les choses se passent correctement et pas jusqu'au bout. S'il vous plaît. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de diffamation, il y a toujours, dans une situation comme celle-ci, surtout que vous savez qu'il y a des fans, vous savez également qu'il y a des personnes qui ont leurs intérêts directs derrière les personnes qui sont mises en cause, je comprends, mais il y a ma vie, il y a ma santé, il y a ma crédibilité. Les choses se sont empirées parce que jusque-là, mes problèmes que j'avais déjà résolus et les personnes avec qui j'avais réussi à avoir une compassion que bon, ok, patiente, on va patienter que tu relances ceci et on va faire. Lorsqu'ils ont vu, on a titré dans les réseaux sociaux que je suis un escroc et que les ceci et que les cela et que même la seule personne qui se serait toujours souciée de moi sur terre, je suis au point où je vais maintenant la tuer et que je me drogue pas, je le précise, et que je me drogue et que si et que ça, ces personnes ont remis totalement en doute ma crédibilité. Je ne peux plus leur dire quoi que ce soit. Je suis même arrivé au stade où quand je vais pour faire une réservation d'hôtel parce que j'ai fait un déplacement hier, je vais en venir pour faire une réservation d'hôtel. On essaie après, on me regarde 2 fois, on me demande de payer d'abord. J'ai subi ça. Avant d'arriver aujourd'hui, je suis allé faire ma déposition. Il s'est passé quelque chose entre avant-hier soir et hier matin. Avant-hier matin, je me suis fait appeler par ma grande sœur. Après que j'ai eu mes réactions sur les réseaux sociaux en clarification de la mauvaise communication que les autres avaient déjà commencé à faire sur moi, là, notamment cette page de Congo là. Elle m'a appelé et je ne vais pas détailler notre conversation, je vais l'expliquer.
Elle m'a appelé, j'ai vu qu'elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, elle m'a fait des messages qu'elle a encore supprimés, elle a essayé de m'appeler pendant toute la nuit, le matin finalement elle m'appelle et elle me dit, elle veut parler avec moi en fait, on se met à parler, mais sauf que quand on parle, il y a trois choses qui ressortent. La première chose c'est que elle commence à tirer sur tout le monde, voulant me faire croire que c'est maman, c'est elle, c'est ma petite soeur, c'est mon petit frère, ce sont ses ennemis, c'est tout le monde qui ont chargé son imagination et tout ce que ça comporte, comme quoi je veux en découdre avec elle, je veux la tuer, je la déteste. Bon, moi ça ne me prend plus, parce que je connais déjà le personnage, ça ne me prend plus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait en sorte que tu me vois ou bien, ce n'est même pas que tu m'as vu comme ça, ce n'est pas ça, c'est que c'était un rappel de force, point barre. Donc ça ne me prend plus. Elle a utilisé beaucoup elle a beaucoup parlé, beaucoup plus par rapport à moi quand j'essayais de parler, mais tout fait parler beaucoup. Bon, je savais qu'elle m'enregistrait et je lui ai dit comment également j'enregistrais notre conversation. Donc parlons ouvertement. Finalement, elle a tenté elle a mentionné un arrangement. Il faut qu'on s'accorde et on trouve comment sortir du problème. Je lui ai dit, moi je suis d'accord. Parce que déjà je suis pas quelqu'un des médias, je ne veux pas les problèmes, j'ai assez de problèmes comme ça et tout que je gère. Et les problèmes ne sont pas bien, notamment pour toi, notamment pour qui que ce soit. Mais il faut que vous compreniez que j'ai véritablement subi ces sévices là-bas et que ce type doit répondre de ses actes. On parle et après on se rejoint que bon voilà, pour qu'on ait donc une bonne conversation sur comment est-ce qu'on peut s'arranger. Il fallait que je me déplace. Comme elle n'est pas à côté, comme on ne peut pas se voir, je me déplace, je vais dans un endroit inhabituel mais qui est sécurisé où je peux m'exprimer sans crainte de quoi que ce soit et que sans qu'elle aussi ne craigne quoi que ce soit. Chose que j'ai fait. J'ai fait le déplacement, je me suis déplacé, je suis allé dans un hôtel et on a passé toute la nuit à parler. Mais je suis déçu, sauf que quand je parle, on a passé toute la nuit à parler par téléphone. Mais je suis déçu. Sauf que je suis déçu parce que quand on parle, je me rends compte que elle veut m'amener à venir dire dans les réseaux sociaux qu'elle n'a pas posé tel acte et arranger son image avec une approche vraiment qui minimise mon intelligence. Je prends quand même sur moi, j'essaie de lui faire comprendre que la situation est très compliquée. La situation est très compliquée. Il ne faut pas seulement regarder ça. Il faut prendre le problème dans tout son ensemble. On ne peut pas le résoudre en partie. On doit l'arrêter et sortir de là. Maintenant, moi, à mon niveau, j'ai été menacé et avec mes réalités que tu connais, voilà, je suis entre deux villes, je ne suis pas très stable. J'ai déjà d'abord des personnes qui ont été, avec qui la confiance a été un peu écorchée, même si elles m'ont encore accordé un minimum de reste de confiance. J'ai tout ça qui s'est impliqué. Je me retrouve menacé de mort. Je l'ai pris plein d'arguments pour lui expliquer, pour lui faire comprendre ma situation. Elle a compris ou elle a fait mine de comprendre, mais au final, on n'a pas trouvé un accord parce que moi, ma démarche était que, vu qu'elle est impliquée, même si ce n'est pas elle qui a accord, même si c'est elle, je ne sais pas, ça c'est l'enquête qui va dire, vu qu'elle est impliquée dans ce que j'ai vécu et que les conséquences de ce que j'ai vécu rejaillissent sur tout le monde, elle peut être un acteur dans la démarche de la résolution de tout ça. Elle peut être un acteur dans la démarche de la résolution de tout ça, mais elle s'est positionnée comme acteur dans la démarche de la résolution de son image dans les réseaux sociaux, dans son image. On n'a pas pu s'accorder. Et donc, aujourd'hui, je suis allé à mon entretien le matin, j'ai passé toute la journée, etc. Et donc, voilà, il fallait que je fasse cette vidéo pour aller un peu loin. J'espère que je n'aurai pas besoin, avec d'autres choses sales ou comme on pourrait dire sur moi, je n'aurai pas besoin d'aller encore très loin derrière dans ma vie. C'est fini les pleurs, la famille. Vous qui avez souvent l'habitude de pleurer, que vous avez envoyé de l'argent à votre cousin, votre tante, votre cousine pour qu'elle achète de la nourriture pour ravitailler la famille. Elle a pris l'argent pour aller faire autre chose avec. C'est fini, hein? C'est fini avec ça, c'est fini avec les pleurs. Car Easy Market est là. Contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. À partir de l'Europe, Easy Market ravitaille vos familles en moins de 48 heures. C'est-à-dire, vous contactez Easy Market et vous passez la commande de ce que vous voulez qu'on ravitaille la famille avec. Easy Market est là, hein? Et ne blague pas, il ravitaille la famille en moins de 48 heures. En bref, dans toutes les villes du Cameroun, ça dépend de la ville où la famille se trouve. Easy Market, hein, c'est le meilleur. Et quand vous contactez Easy Market, dites-leur que vous venez de la part de Man No Sabi. Utilisez mon code promo No Sabi. Voilà. Comme ça, vous aurez une très très bonne réduction. Easy Market, c'est le meilleur. Regardez en bas de l'écran. Regardez sur ce spot. Regardez comment on est en train de ravitailler une famille. Voilà. La maman là, maintenant, elle est contente. Quand elle a besoin de quelque chose, elle appelle son enfant. Elle dit, maman, pardon, dis aux gens là de repasser. Elle ne dit plus que non. Donne l'argent. Attends, donne l'argent à Jean. Parce que Jean va prendre l'argent avant d'arriver à la maison. Easy Market, c'est le meilleur. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong.
l'instar du virtuel. Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre, chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme?